Culture, aujourd'hui à 20h20 heure de Paris, 18h20 temps universel. Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint. Romancière, essayiste, passionnée par les sciences, Siri Hustvedt est une intellectuelle américaine complète. De passage en France, elle nous parle de son nouveau livre où elle interroge la mémoire, le temps qui passe et la place des femmes dans nos sociétés. Un roman très personnel intitulé « Souvenirs de l'avenir ». Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint. Demain, à partir de 13h30 TU. RFI. Radio Foot International, Hugo Moissonnier. Bonjour à toutes, bonjour à tous, salut les amis, soyez les bienvenus dans notre Café des Sports, celui de Radio Foot qui ouvre ses portes. Évidemment, comme chaque vendredi, venez bien sûr vous régaler devant notre Facebook Live, venez réagir, venez commenter, venez admirer la réunion de notre trio historique, Ngono, Barré, Guémour. Bonjour Rémi Ngono. Bonjour, et puis... Oh là là, Chérif, tu es revenu. Oui, les chevaux ont poussé, hein. On refait l'histoire. Bonjour Chérif Guémour. Bonjour Hugo, bonjour à tous et à toutes. Heureux de retrouver vos petits camarades. Toujours heureux de Vous avez faire eu le vendredi. Hugo, vous avez eu besoin de faire appel au shérif pour essayer de faire la loi dans le duel avec Rémi. Ouais, c'est un aveu, un constat d'échec celui-là, pour il nous. commence déjà à La mettre situation était devenue incontrôlable Il sur ce commence Café à des Sports. mettre déjà le casque parce qu'il a peur de recevoir des coups à la tempe. Non. Pas de violence dans le Café des Sports. Bonjour Xavier Barré. Bonjour Hugo, bonjour à tous nos auditeurs, auditrices et aussi bien sûr aux internautes qui nous suivent en Facebook Live. Exactement. Et d'ailleurs je vais enlever le casque. Vous pouvez enlever le casque, tout à fait. C'est pas très Ce sera télégénique plus le télégénique casque. sans le casque. On a réuni le trio, on n'a pas pu réunir le quatuor. On va saluer chaleureusement le grand absent du jour qui nous écoute, j'en suis certain, notre réfé Alejandro Valente. Et on passe bien évidemment également le bonjour à la dame, la taulière, la patronne, qui n'est pas là non plus, Annie Gasnier. Vous voulez voir la carte, messieurs, le menu, j'imagine. Sega Diallo, mais je ménageais le suspense, j'allais le présenter à la fin, mais Sega Diallo est avec nous, notre confrère. Bonjour Sega. Bonjour Hugo, bonjour à tous. Il faut penser à ceux qui n'ont pas l'image, il y a ceux qui nous regardent via Facebook, et puis il y a les autres qui nous écoutent de manière un peu plus traditionnelle. Le menu du Café des Sports. Pour débuter, laissez-moi vous offrir une petite bière, une barquette de frites, histoire de fêter comme il se doit la qualification de la Belgique pour l'Euro 2020. Les Diables Rouges sont les premiers à valider leur billet pour le tournoi. Alors ont-ils envoyé un message à l'Europe du foot? Sont-ils sur la lancée de leur somptueuse campagne de Russie? Pour ceux qui n'aiment pas la bière, parce qu'il y en a, je peux vous proposer quelques oranges pressées. Mais sont-elles suffisamment mûres? C'est toute la question, mon cher shérif. Oula. Les Pays-Bas et leurs pépites ont frôlé la catastrophe hier face Pas à leurs l'Irlande pépites, du leurs Nord. pépins, il y a eu des pépins hier. Ça. Il y a eu pas mal de pépins dans les oranges, effectivement. Ils se sont tout de même imposés sur le fil, toujours en éliminatoire de l'Euro. La plupart des équipes africaines ne sont pas encore concernées par les qualifications pour la prochaine CAN. Pour elles, la trêve internationale, c'est surtout l'occasion d'effectuer quelques réglages en amical. Le Gabon a battu le Burkina Faso hier, le Nigeria aura le droit à un match de gala contre le Brésil, comme le Sénégal ce week-end, et puis la Guinée demain sera opposée aux Comores avant d'affronter le Chili, n'est-ce pas Sega Diallo? Oui, la Guinée joue son premier match d'après l'ère Paul Put. C'est Didier Six qui a pris les commandes du Chili, on en parlera tout à l'heure. Et on parlera de cette reconstruction entre guillemets du Chili national. Merci David Finzel, merci Pierre-Olivier Guérin, merci Laurent Salerno, merci Souel Kedir. L'équipe étoffée du Café des Sports qui assure en salle comme en cuisine. Au premier temps de la valse. Lukaku sur son pied droit qui frappe et qui marque. Voilà le 50e but de la carrière de Romelu Lukaku. Deuxième temps de la valse. Lukaku qui va s'ouvrir le chemin, le tir et le but de Romelu Lukaku. 2 buts, une passe décisive, un pied dedans, il est dans tous les coups. Romelu. Bravo Yari, tu n'as pas tremblé. Contre-pied, ah oui, j'imaginais pour ce gamin, en marquant le 8e but, 8-0. Mais au-delà du but, il y a un état d'esprit là, il y a quelque chose là derrière ceci. L'adage, le cliché des clichés, c'est qu'en football, il n'y a plus de petite équipe.
Néanmoins, quand le premier du classement FIFA, à savoir la Belgique, reçoit le dernier du classement FIFA, à savoir San Marin, ça se termine sur un 9-0, un carton qui permet à la Belgique d'assurer sa qualification pour le prochain Euro. 7 matchs, 7 victoires, 28 buts marqués pour un seul encaissé. Voilà le parcours des Diables Rouges dans leurs éliminatoires. Après leur 3e place en Russie, les Belges n'ont semble-t-il pas levé le pied. Parcours en trompe-l'œil ou pas, mon cher Amine Gono? Parcours en trompe-l'œil quand on joue avec une équipe qui a quand même un nom très prometteur, Saint-Marin. Donc les gens qui viennent quand même, soit ils sont des marins, soit ils sont des pêcheurs. Donc à partir de cet instant-là, on ne peut pas dire pour une équipe en 7 matchs qui a quand même encaissé 45 buts, Saint-Marin, on ne peut pas aussi se permettre de dire que la Belgique a réussi à faire un grand exploit. Saint-Marin, c'est le distributeur de points automatique. Donc à partir de là, on ne peut pas dire que c'est un match qui est quelque chose de grandiose parce que la Belgique nous a appris à nous décevoir, même si c'était 90% de possession, même si le score est fleuve, on sait que la Belgique, toujours numéro 1 au classement FIFA, mais quand il faut aller à la fin, la Belgique déçoit toujours. Vous êtes d'accord avec ça? C'est quand même un peu radical comme avis, Xavier Barry. C'est assez difficile sur ce point-là de ne pas être d'accord avec Rémine Gono. L'émission l'émission commence mal, effectivement. Non, mais c'est vrai que la Belgique, non seulement est largement supérieure à Saint-Marin, mais surtout, elle est dans une poule où il n'y a pas d'adversité. L'équipe a priori la plus forte, c'est la Russie, qui a fait un mondial incroyable il y a 1 an et demi au regard de ses performances antérieures et qui est redevenue un peu une équipe normale. Après, c'est l'Écosse qui n'existe plus au niveau du football. Donc, à Saint-Marin, Chypre, enfin, c'est un groupe où même une équipe de milieu de tableau européen, je sais pas, la Hongrie ou la Norvège serait sortie. Donc vraiment, la Belgique a fait le minimum qu'on pouvait attendre de leur part. On verra maintenant ce que ça donne quand on va passer aux choses sérieuses. Faut rappeler une chose, c'est que la référence, à mon avis, pour les équipes du haut du panier en Europe, c'était la Ligue des Nations. Et là, la Belgique a terminé 2e de sa poule derrière la Suisse. Donc pour le moment, favori de l'Euro, non, pas encore. Chérif, vous avez l'air d'accord avec vos camarades. Je vais être d'accord avec les deux. Il y a d'abord la performance contre le Saint-Marin, on va vite l'oublier. Numéro 1, ils sont leaders de leur groupe. C'est plutôt le niveau global affiché depuis quelques mois par la Belgique. Avec la Belgique, en fait, c'est un peu comme le PSG en Ligue des Champions. Le PSG en Ligue des Champions, tant qu'ils vont pas en demi-finale, on les prend pas au sérieux, ce qui est normal. Et la Belgique, c'est pareil, tant qu'ils n'arrivent pas dans le dernier carré, c'est ce qu'ils ont commencé à faire avec la dernière Coupe du Monde. Mais là, maintenant, depuis qu'ils sont revenus dans le grand concert des nations, ce qu'ils n'ont pas fait, parce que là, c'est que leur 4e qualification dans un tournoi majeur, on les attend toujours plus haut. Et ils ont la dernière référence solide qu'on a, c'est la dernière Coupe du Monde. Il a fallu battre le Brésil, ils l'ont fait. Mais quand ils sont tombés sur vraiment la grosse équipe, c'est-à-dire la France, ils n'y sont pas parvenus. Il y a encore battre le Brésil, c'était quand même une super performance. C'est pas mal. C'est quand même une performance extraordinaire. C'est pas les plus hauts. Il y a encore chez les Belges une forme de romantisme que nous, on a beaucoup connu dans le football français. C'est-à-dire, il y a une croyance extrême à leur grande valeur, leur grande solidarité et une certaine qualité de jeu. Mais c'est pas encore au point. Et quand ils se font sortir, on se rappelle la déception, voire l'esprit un peu mauvais joueur. Et en plus, je pense que sur pas mal de postes... c'est parce qu'il est fan des Hollandais que non, je vais aller plus loin. Et sur certains tu peux pas postes, dire que les Belges soient pas au rendez-vous quand ils vont en demi-finale d'une Coupe du Monde. C'est pas mal, mais on attend mieux. Quand t'es en demi-finale, est-ce qu'ils ont progressé depuis? J'en suis pas sûr. Eden Hazard, c'est pas Cristiano Ronaldo qui t'emmène le Real Madrid en 3 victoires de Ligue des Champions et à la victoire de l'Euro, même s'il fait pas toute la finale. Pour aller dans le sens de Chérif, il y a pas mal d'individualités qui sont un peu en difficulté. Il y a beaucoup d'individualités qui, en plus, à mon sens, sont surestimées, notamment aux 2 extrémités, c'est-à-dire pour le gardien, les gardiens belges, je suis désolé, j'achète pas, que ce soit Courtois et Mignolet, et en poste de numéro 9. C'est bon, mais c'est pas extraordinaire. Voilà, j'ai tout dit. Et puis ça tombe bien, ils n'ont pas envie de jouer dans le Guémour Football Club. Donc, non, mais attendez, il faut remettre les choses à leur place. Nous, on dit que, et on est d'accord avec Rémine Gono sur ce point-là, que la Belgique, effectivement, a fait ce qu'on attendait d'elle.
Maintenant, on ne peut pas dire non plus que c'est une équipe négligeable. Ils sont demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde. Ça reste une valeur sûre. Est-ce qu'ils ont progressé? Là, effectivement, on peut en discuter. Moi, mais tu ne peux pas mettre en doute le fait que ce soit une petite équipe. Demain soir, s'il y a un France-Belgique, je te parie que la France gagne. Et que ce soit un match coup près. On verra. On sait que la Concorde était enfin venue dans ce Café des Sports, mais il ne fallait qu'un Sheriff Guémo pour allumer l'étincelle et allumer des joueurs du Real Madrid. Il parle de Thibaut Courtois. Rémi Godon peut aussi penser à Eden Hazard. Qui fait non, mais t'es pas fan de Courtois. Exceptionnel, par exemple. Non, mais je ne peux pas être fan de Courtois, mais bon, n'oublions pas que à la dernière Coupe du Monde, Courtois était le meilleur gardien avec 27 arrêts. Ne l'oublions pas. Le meilleur, c'est N'oublions pas. Non, j'ai dit bien, c'était le meilleur. Bon. N'oublions pas, la France a gagné la Coupe du Monde avec une possession de 34,2%, alors que la Belgique, qui a terminé meilleure attaque avec 16 buts, n'a pas gagné la compétition. Donc, et il avait d'ailleurs une possession, l'une des plus fortes, c'est-à-dire 70%, donc, 66%. Mais ce n'est pas ça qu'il faut aussi le football. Les possessions et parfois marquer des buts, mais il faut savoir, à un certain temps opportun, être réaliste. Donc c'est pour ça que je dis qu'il manque du réalisme dans l'équipe belge. Et aujourd'hui, c'est une équipe en régression. Parce que cet Eden Hazard n'est pas aussi flamboyant que ça. Parce que Thibaut Courtois, aujourd'hui, c'est un gardien d'immeuble. Quoi qu'on dise, il est grand comme une sorte de girafe, il ne voit pas les balles qui passent en bas, il ne voit pas les balles qui passent en haut. Mais vous êtes en train de dire du mal de joueurs du Real Madrid. Mais attendez, ce n'est pas parce qu'on est un joueur du Real de Madrid que moi je vais perdre ma lucidité. J'aurais souhaité que Navas soit là, que de me laisser un type qui est très long mais qui a des bras courts. Mais ce n'est pas possible. Mignolet, toi-même tu entends, Mignolet, c'est du lait. Voilà, on est d'accord. Voilà, donc à une certaine période aujourd'hui, la Belgique, c'est quoi? La Belgique, c'est toujours des petits bons de cabri et qui ne parvient jamais à aller plus loin. Et comme malheureusement le dit un proverbe africain, le cabri ne peut sauter qu'un petit morceau d'arbre. Bon, on perd pas les fondamentaux, vous étiez tous d'accord, mais le niveau sonore reste élevé, puis il y a toujours les proverbes africains. La Belgique doit nous démentir au prochain Euro. Vous parliez du poste de numéro 9, vous parliez des extrémités de cette équipe belge. Romelu Lukaku a signé un doublé hier. Il est devenu, le joueur de l'Inter Milan, le plus jeune joueur de l'histoire de son pays, a inscrit 50 buts en sélection, et pourtant c'est un petit peu une énigme quand même ce Romelu Lukaku. 26 ans, il ne s'est pas imposé à Manchester United. Ça fait pas mal de temps qu'il est dans le circuit. Manchester United qui n'est plus un grand club, il ne s'y est pas imposé. Il joue à l'Inter, il n'est plus un espoir, parce que je le disais, il n'est plus tout jeune, mais est-il pour autant l'attaquant de classe mondiale qu'il était censé devenir? Je devine que la réponse à ma gauche est plutôt non. Qu'en pensez-vous, Xavier Barry? Moi, ça attend confirmation. Mais vous avez très bien posé le problème, Hugo. Manchester United, ça n'a pas fonctionné. L'Inter, c'est un club qui, pour le moment, est en reconstruction. Ceci dit en passant, puisqu'on a vu le débat avant le match contre la Juventus, qui a perdu d'ailleurs contre la Juve. Donc c'est un joueur qui, pour le moment, doit encore progresser, à mon avis. Doit encore progresser. Là, il marque, mais c'est Saint-Marin. Et Batshuayi, Origi, ça donne quoi? C'est pas meilleur. C'est pas meilleur. Non, mais Lukaku super vendu, ces trois-là. Est incontestablement le meilleur avant-centre belge, mais je pense qu'il doit encore progresser. Attendez, Rémi. Je voudrais juste donner la parole à Ségadiello. Pas simple de se faire une place dans le Café des Sports, mon cher Séga. On ne parle pas de la Guinée, mais vous suivez le football en général. Vous suivez Romelu Lukaku. Vous en pensez quoi? Attaquant de classe mondiale ou pas? Je pense qu'il a le potentiel pour le devenir, mais après, c'est pas simplement de le dire. Il faut, sur le terrain, qu'il puisse démontrer que c'est un joueur qui peut battre une équipe comme Barcelone, puisqu'en Ligue des Champions, on a vu qu'il l'a pas. Voilà. Donc, à ce niveau-là, il lui manque encore quelque chose, même si je pense qu'il est sous-coté par certains, puisqu'il n'est pas glamour, il n'est pas un peu people. Voilà. Mais dans l'effort, il fait des efforts. Esthétique. Au niveau du développement de son jeu, il faut qu'il travaille certains aspects, il faut qu'il soit plus efficace et plus tueur. Voilà. Mais quand on me parle de l'efficacité, on vous parle d'un joueur qui a 50 buts. Oui, mais tous les buts n'étaient pas contre Saint-Marin. Donc, à une certaine période, je voudrais bien comprendre pourquoi efficace face à des équipes importantes. Attendez, je voudrais bien comprendre comment est-ce que
Les mêmes gens, vous venez ici à la radio me raconter que Olivier Giroud, qui fait toute une Coupe du Monde sans planter un but, est un grand attaquant, et que Xavier Barré me dise que Didier Deschamps, c'est un très bon entraîneur, parce qu'il vraiment il sait exploiter Olivier Giroud. On trouve quand même que Olivier Giroud soit titulaire dans l'équipe de France. Vous faites le parallèle, c'est ça, vous faites le parallèle. Sur un type qu'on appelle, qui joue quand même à Manchester United, il n'est pas comme Olivier Giroud qui fait 15 minutes depuis le début de la saison. Donc aujourd'hui, moi je trouve que... Il y a 6 ans d'écart entre les deux. Je voulais te dire... Il y a 6 ans d'écart. Ah, mais je te dis rien. Prends Giroud il y a 6 ans. Il est champion du monde. 6 ans, Giroud ne s'est jamais imposé en dehors de Montpellier. Mais non, pas tous en même temps, pas tous en même Mais temps. pourquoi il est parti? Il ne s'est jamais imposé Arsenal. Il y a 6 ans, Giroud était déjà l'avancement de l'équipe de France. Alors que Lukaku, il a été mis sur orbite un petit peu plus tôt. Il a été recruté très tôt par Chelsea. Oui, mais il n'y a même pas Chelsea. comparaison. Lukaku, c'est vrai qu'il n'y a pas comparaison. Lukaku dépasse de très loin Olivier Giroud. Olivier Giroud, à part qu'il me dépasse en taille, je ne vois pas là où nous sommes différents devant les buts. Giroud, c'est vrai qu'il pèse Rémi, lourd, laissez-en mais- un petit peu aux autres. À Sheriff, par exemple. Non, mais là, on va sur le débat Olivier Giroud pour ou contre. Non, mais c'est vrai qu'on a fait le parallèle en préparant cette émission. Je vous dévoile un peu les coulisses, c'est-à-dire très bon en sélection et puis Alors- derrière en club, peut-être alors- un petit peu en dessous du Alors statut en sélection. on va aller au cœur du débat. Je pense que Giroud est beaucoup plus précieux pour l'équipe de France que Lukaku ne l'est pour l'équipe de Belgique. Giroud est un grand attaquant. C'est un joueur qui marque des buts et qui fait marquer. Il fait partie du système Deschamps, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ce Combien système de jeu. buts? On s'en fout. Il fait partie du groupe qui On fait. s'en fout, tu me dis on s'en Mais fout. on s'en fout. Rémi, Je laissez me parler fous Sheriff. du total de Podolski quand il joue en équipe d'Allemagne. Il était utile avec Klose dans l'équipe d'Allemagne et il est champion du monde. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Il fait partie du système Deschamps et le système Deschamps est champion du monde et finaliste de l'Euro. Moi, je regarde que ça. Et que le gars ne joue que 10 minutes avec Chelsea, je m'en moque. Il est performant avec l'équipe de France. Je défendrai toujours Giroud. Allez, on laisse Ouais, c'est clair. Giroud et on laisse la Belgique. Boum. Là où ils sont, de la Belgique aux Pays-Bas, que ce soit sur le plan culturel, linguistique, footballistique, il n'y a qu'un pas, ou presque. Radio Foot International. Le doublé de Memphis Depay qui soigne ses statistiques. Memphis est magique avec les Pays-Bas. Memphis Depay, 6 buts marqués depuis les débuts des qualifications. Sur la route de Memphis et surtout grâce à Memphis, pas de sortie de route pour les Pays-Bas. Nous parlons toujours des éliminatoires de l'Euro. Une défaite à domicile face à l'Irlande du Nord. Un concurrent direct aurait pu faire très mal aux Néerlandais hier. Le scénario était plausible puisqu'à un quart d'heure de la fin, c'est bien l'Irlande du Nord qui avait ouvert la marque à Rotterdam. Mais Depay, Memphis, Young, Luc, pas Frenkie, ont permis aux Oranges de renverser la vapeur. On rappelle, Sheriff Guémour, que les Néerlandais n'étaient pas en France en 2016, ils n'étaient pas en Russie pour la Coupe du Monde en 2018, et ils doivent donc encore batailler pour 2020. Alors oui, Van Dijk, oui Depay, oui De Jong, De Ligt, oui l'Ajax, mais est-ce qu'on ne les a pas vus un peu trop beaux, ces Pays-Bas? Sheriff Guémour, les oranges ne sont-elles pas trop vertes, pour reprendre le titre qui s'affiche sur votre écran? Je l'ai toujours dit, il ne fallait pas s'enflammer avec cette équipe des Pays-Bas qui a commencé les éliminatoires avec une défaite à domicile contre l'Allemagne. Comme j'avais dit, attention, ne voyez pas trop beau les jeunes pépites de l'Ajax qui sont soit avec De Jong au Barça, soit De Ligt à la Juventus. Je l'ai dit, c'est pas certain qu'ils s'imposent de façon tout de suite. Donc on retrouve un peu, on a eu beaucoup de frayeur. Moi, j'ai regardé plus l'horloge que mon écran hier parce que je me disais c'est pas possible, ils vont pas s'en sortir, ils ont été gênés, ils n'avaient pas les solutions. L'Irlande a bien joué avec ses armes et après le scénario catastrophe c'est écrit comme il le fallait, c'est-à-dire avec l'ouverture du score des Irlandais. Et puis voilà, il reste quand même un fond de jeu, il reste quand même une folie, il reste voilà ce que j'appelle il y a le French flair et il y a le Dutch flair. Dutch touch là, Dutch touch. Donc voilà, ils ont su se ressaisir avec Memphis Depay. C'est vraiment le miracle de cette équipe des Pays-Bas. Et une fois que l'égalisation était acquise, voilà, après ils ont fini. Mais ils sont venus de très loin. Une défaite hier les aurait replongés dans le marasme, voire dans la psychose des éliminations précoces, parce que l'Irlande se détachait, l'Allemagne se détachait, et à la fin, il n'y a rien de pire que des Hollandais stressés.
Parce que non seulement ils perdent leur jeu, ils deviennent violents. C'est comme ça qu'ils ont fait sortir de l'Euro de la dernière Coupe du Monde, parce qu'ils ont raté leurs éliminatoires au début. J'ai eu des frayeurs hier soir. Il y a un Sacré piqûre de rappel, Xavier Barré. Oui, il y a un élément important qu'on évoque rarement, mais c'est que quand vous regardez l'Ajax aujourd'hui, l'Ajax, c'est pas que des Hollandais. Vous avez Ziyech qui est marocain, vous avez Tadic qui est serbe, vous avez Tagliafico qui est argentin. Onana dans les buts. Voilà, par exemple. Bon, on va pas tous les citer, mais la moitié de l'équipe, c'est des étrangers aujourd'hui. Parce que les clubs néerlandais, comme la plupart des clubs européens, recrutent effectivement très jeunes aussi des pépites et ils essayent de les façonner. Donc quand ces joueurs arrivent en équipe des Pays-Bas, eh bien, il y a des trous. Alors, on peut trouver des joueurs... équivalent ou en tout cas de bon niveau au PSV ou à Feyenoord, absolument. Mais sinon, il y a des trous dans cette équipe. Et aujourd'hui, les grands joueurs néerlandais qui étaient avant dans les clubs étrangers, il y en a plus ou il y en a beaucoup moins. Il y a encore Van Dijk, bien sûr. C'est le dernier avec Wijnaldum, c'est les deux. Wijnaldum, voilà, c'est ça, c'est les deux seuls. Même le gardien, s'il est sain à Valence, il se trouve complètement. Donc voilà, il y a encore des faiblesses aux Pays-Bas. Moi, on en avait parlé dans cette émission. D'ailleurs, Sheriff était là, je me souviens, il y a quelques temps. C'était en disant, voilà, il y a de l'avenir avec les jeunes, parce qu'ils avaient été champions d'Europe dans les catégories de jeunes 2 années de suite. Et notamment, c'était la génération avec Nathan Ake. Mais beaucoup de ces jeunes sont partis trop tôt à l'étranger. Ils ont fait banquette à Manchester City, à Chelsea ou ailleurs. Chelsea surtout. Ils ont pas vraiment pu s'exprimer. Leur progression a été coupée. Et certains, on les a perdus. D'autres, on les retrouve. Nathan Ake maintenant revient, à Bournemouth. Mais beaucoup, on les a perdus. Donc, il y a eu cette précipitation des Néerlandais à aller cachetonner à l'étranger, qui s'est retournée contre eux. Les clubs ont besoin d'argent. Oui, et il y a le fait que les grands clubs néerlandais, surtout l'Ajax, aient beaucoup de joueurs étrangers. Du coup, l'équipe des Pays-Bas n'est peut-être pas aussi forte qu'on pourrait le penser. Je crois que Rémi Ngono n'est pas du tout d'accord pour changer avec vous. Je vous jure, j'ai failli cogner ma tête tout de suite sur la table parce que je ne sais pas pourquoi ce monsieur est précocement atteint d'Alzheimer. Il vient tout juste de nous déclarer l'amour pour Olivier Giroud qui est en train de faire banquette sur tous les clubs. Vous voulez pas revenir sur le sujet, vous devez parler constamment d'Olivier Giroud. J'y vais parce que j'ai une logique mathématique qui voudrait que de par une démonstration, j'arrive à un théorème. Donc, avant d'y arriver, je voudrais lui dire que tout de suite, il nous prouvait que quelqu'un qui est dans l'équipe de France et qu'on trouve avec Sheriff Guémour, qu'il est très bon, on dit non, en club il n'est pas bon, mais là-bas et tout et tout. On vous fait comprendre que là, dans cette équipe, il est en train de parler de certains qui font banquette et tout et tout. Mais je vais lui dire, bien au contraire, si on compare l'équipe des Pays-Bas aujourd'hui, c'est une équipe magnifique par rapport à certains postes et même la quasi-totalité. Donc si vous voulez aujourd'hui voir ces Pays-Bas, n'oublions pas que les Pays-Bas sont finalistes de la Ligue des Nations. C'est la dernière compétition. Là où la France a été éliminée. Et la France a été éliminée par qui? Monsieur Parlé. Mais on sait très bien tout ça. Attendez, la seule chose, c'est qu'on peut pas comparer. Compétition. C'est la dernière compétition. Donc aujourd'hui, on peut pas comparer une équipe en reconstruction avec une équipe qui est vice-championne d'Europe et championne du monde. Je te dis, évidemment qu'il y a des certitudes en équipe de France qu'il n'y a pas avec les Pays-Bas. Si tu veux parler de ça, on te dit que la compétition la plus récente de l'Europe, c'est bien la Ligue des Nations. C'est pas l'Euro, Rémi. Mais l'Euro, c'est au même degré. Rémi, j'en tiens compte. Rémi, laissez les gens vous répondre. 6 matchs. 4 matchs de poule. Effectivement, ils ont battu la France lors du match décisif. Ils ont battu la France, hein. La France est championne du monde. Rémi, laissez 2 matchs vos de phase contradicteurs finale, dont au Portugal. Voilà, 6 matchs à Ligue des Nations face à une équipe, donc puisqu'on compte et que tu es bon en mathématiques, qui vient d'enchaîner un Euro où elle a été finaliste, l'équipe de France, une Coupe du Monde qu'elle a gagnée, et effectivement la Ligue des Nations où elle a été battue par les Pays-Bas sur une petite compétition. Donc on peut pas comparer. Aujourd'hui tu m'as dit petite compétition. L'équipe de France qui est installée avec une logique du sélectionneur et une équipe des Pays-Bas où est-ce qu'elle était à l'Euro 2016? À la maison. Où est-ce qu'elle était à la Coupe du Monde 2018 en Russie? À la maison. Donc il y a eu un regain, et je m'en réjouis parce que c'est une grande école de football, à la Ligue des Nations, mais ça demande confirmation. On peut pas comparer, pas du tout, on peut pas comparer ces deux équipes. Elles sont pas du tout sur les mêmes trajectoires. Sheriff, ils vont y aller ou pas? A priori, oui. Il y a quand même un résultat à les faire parce que dans leur confrontation directe avec l'Allemagne, ils ont gagné 4-2, ils ont perdu 3-2. Donc, en cas d'égalité, ils seraient devant l'Allemagne. Donc, ça, c'est bien. Donc, ils ont battu l'Allemagne.
Oui, mais ils ont perdu. Rémi, Ils ont si perdu. vous laissiez les gens s'exprimer. Ils ont perdu le premier, et puis même dans le deuxième, il y a eu des frayeurs. Ils ont été menés au score. Non, mais moi, je me réjouis du retour des Pays-Bas. Maintenant, j'attends confirmation avec une victoire à Belfast. Et là, on sera, mathématiquement, ce sera fait. Mais on avait bien annoncé que ce serait pas facile, aussi bien pour l'équipe des Pays-Bas que pour les pépites de l'Ajax. Ils sont partis de l'Ajax. Le jugement se confirme. Je précise que si Rémi Ils ont est frôlé la survolté, catastrophe hier. c'est parce qu'il a un vrai public aujourd'hui, pas seulement le public de notre Facebook Live ou pas seulement nos auditeurs, mais également Abel venu du chat, le Rémi Ngono du chat comme on le surnomme, et Frédéric également, un auditeur ivoirien, sont dans ce studio pour assister voilà l'explication à l'émission. D'où le côté un peu théâtral. Voilà pourquoi Rémi Ngono Ils aujourd'hui. sont en train de voir l'injustice. L'injustice. Une équipe bat la France et Xavier Barret dit c'était une petite compétition. Pourquoi une petite compétition. Pourquoi Et son il y a un esprit mauvais mathématique Africain n'est qui plus dit capable quand de le faire chien 2 est plus 2 capable fait 4. d'attraper la souris, et Ouais, bien le chien mais dit là, on que n'entend c'est rien. la Là- souris sans. Là, on n'entend rien. Là, on ne comprend rien, on n'entend rien. On va quitter, messieurs, les éliminatoires de l'Euro. On va retrouver un territoire un peu plus calme. On va prendre des nouvelles du football africain, de certains de ses plus éminents représentants, tout du moins. À l'occasion de l'arrivée de Patrice Neveu sur le banc des Panthères du Gabon, le journal L'Union avait titré, journal gabonais L'Union avait titré des hommes et une méthode. Alors la méthode, on attend de voir. Ce qu'on a surtout vu hier, c'est un match et une victoire face aux étalons du Burkina Faso. On a également vu un homme qu'on connaissait déjà, Pierre-Emerick Aubameyang, buteur sur pénalty en fin de partie. Le score final 1-0 donc pour les Panthères du Gabon. Ce succès, il a été enregistré sous vos yeux, Thomas Moulin. Bonjour. Bonjour à tous. Alors c'était à Saint-Leu-la-Forêt qu'avait lieu ce match dans la région parisienne. Racontez-nous un petit peu cette rencontre, on reviendra sur l'ambiance juste après. C'était un match assez équilibré. C'est vrai que les Panthères sont mieux rentrés dans la partie que les Burkinabés, notamment avec leurs ailiers très rapides. On connaît Denis Bouanga, Saint-Etienne. Jim Alevina du Clermont Foot, il a signé son premier contrat pro cet été. Il était de l'élimination face au Burundi pour sa première sélection. C'était sa deuxième sélection hier, il a marqué des points. Et puis au fil du match, les étalons ont quand même repris un peu plus la maîtrise du ballon, mais il a manqué un petit peu la dernière passe, le dernier geste. Aristide Bianci notamment à 2 reprises, jusqu'à ce contre à la 85e minute et Denis Bouanga qui obtient ce penalty, transformé par Pierre-Emerick Aubameyang. Pierre-Emerick Aubameyang, revanchard et bien décidé à redorer un petit peu son image en sélection. Et après le coup de sifflet final, vous avez pu parler avec Patrice Neveu, donc le nouveau sélectionneur des Panthères du Gabon. Il est important que mes joueurs retrouvent le moral et la confiance. Donc une victoire, c'est toujours positif. Après, ce qui est positif aussi, c'est que, même s'il y a eu des déchets parfois dans le jeu, par excès de précipitation, on avait décidé de mettre du rythme. Le collectif se retrouve, on aura encore beaucoup de corrections à faire, mais j'ai aimé leur mental sur le terrain, quoi. Donc ça, c'est porteur pour la suite, quoi. On sait qu'on a du potentiel offensif devant, mais que pour pouvoir bien voyager et faire des résultats, il faut être solide derrière. Et là, il y a eu de l'agressivité, il y a eu des joueurs extrêmement présents. Et je dis bien contre une équipe burkinabèse qui, pour moi, a bien rythmé le match aussi et nous a fait souffrir, quoi. L'ancien coach de la Guinée, de la RDC, de la Mauritanie, du Oroya, un amoureux de l'Afrique que vous connaissez bien, c'est Diallo. Patrice Neveu, donc satisfait de sa première avec le Gabon, il a beaucoup parlé. On attend de voir sa méthode. Apparemment, ça consiste à beaucoup crier sur le banc de touche parce qu'il a un petit peu perdu sa voix. Vous le connaissez bien, c'est Diallo, Patrice Neveu. Oui. C'est une bonne pioche pour les Panthères du Gabon. Oui, c'est quelqu'un qui c'est un oui franc, puisque c'est quelqu'un qui sait construire par la base. Il sait mettre des équipes fortes derrière, même si devant on sait qu'il a un attaquant de classe mondiale qui est Aubameyang, qui peut débloquer des situations. Mais au Roya, par exemple, sur son dernier passage, il avait construit un groupe assez fort derrière qui l'a permis d'aller en quart de finale, ce qui malheureusement ne sera pas le cas cette année, puisque le Roya a été éliminé lors des préliminaires de la Ligue des Champions. Oui, éliminé par la JS Kabylie. Xavier Barret, Patrice Neveu. Oui, un vrai amoureux de l'Afrique et un vrai bosseur. Un vrai bosseur, fait pas partie de ces entraîneurs qui prennent un poste et puis restent à Paris à attendre que ça se passe. Lui, il va sur le terrain, il travaille. Coucou Fernandez. On l'a tous pensé très fort. Oui. Non, lui, il va sur le terrain, il va dans
il va chercher les joueurs qui peuvent intégrer ces sélections dont on lui confie la charge. Et c'est un vrai homme de terrain, un vrai passionné. Maintenant, le défi pour lui, c'est effectivement d'arriver dans une sélection avec déjà des moyens importants, ce qui n'a pas toujours été le cas par le passé, là où il est passé, et surtout avec une star. Et ça, c'est un peu nouveau pour lui. Parce qu'en Guinée, il n'avait pas de grande star à gérer, en Mauritanie non plus. Donc là, il a une superstar qui s'appelle Pierre-Emerick Aubameyang, qui fait un peu ce qu'il veut au Gabon. Et donc, il va falloir que Patrice il arrive à mettre en place ses convictions avec cette star-là. Bon, Aubameyang, il s'est aussi plaint d'un manque de professionnalisme de l'encadrement gabonais. C'est le standard de l'équipe qui doit aussi se rapprocher du standard qu'il vit au quotidien en Europe. Vous l'avez trouvé comment, Pierre-Emerick Aubameyang, hier, Thomas Moulin? Pierre-Emerick Aubameyang, meilleur joueur du mois en Première Ligue, 5 buts en 4 matchs. C'est une superstar qui était à Saint-Leu-la-Forêt hier en région parisienne. Vous l'avez trouvé comment? Plutôt détendu, plutôt souriant, vraiment décidé évidemment à marquer le coup et à se qualifier pour cette CAN avec le Gabon. Mais non, je l'ai trouvé vraiment disponible envers les jeunes du club. Vraiment, il était très disponible à la fin du match. Pierre-Emerick Aubameyang, ce sera évidemment la clé. C'est la palissade, une évidence. Rémi Ngono, c'est la clé de la reconstruction gabonaise, c'est de mettre dans les meilleures conditions l'un des meilleurs joueurs africains du moment. Je ne pense pas. Ah bon? Je ne pense pas parce que, de toutes les façons, j'avais mis beaucoup d'espoir sur Pierre-Emerick Aubameyang. Et d'ailleurs, quand il sortait de Dortmund, on nous donnait des statistiques qui étaient de 141 buts. Mais quand il est arrivé au niveau des Panthères du Gabon, on a vu 2 matchs et pratiquement presque un demi-but. Donc un but, comme exactement ce penalty. Je n'ai pas vu comment est-ce qu'il prend véritablement cette équipe en main. Et pourtant, dans cette équipe du Gabon, même quand ils ont été éliminés, il y avait quand même les Mina et tout. Il y avait des joueurs. Donc, je n'ai pas vu. Notamment. Voilà, je n'ai pas vu son véritable apport. Ce n'est pas le leader qui, par exemple, vous pouvez voir aujourd'hui Sadio Mané qui est en train de véritablement s'installer au niveau du Sénégal. Donc, aujourd'hui, moi, je demande toujours à voir ce que Pierre-Emerick Aubameyang apporte concrètement. Ce n'est pas parce qu'il a transformé le penalty, mais on sait que l'élimination du Gabon également vient de lui. Ce n'est pas seulement parce que la logistique et tout ce qui accompagne cela a fait défaut, mais sur le terrain, il n'a pas été l'attaquant qu'on attendait. Comme je le dis, que quand il venait juste d'être éliminé, il sortait de la Bundesliga étant un très très grand buteur et surtout, il venait en tant que la méga star d'Arsenal acheté à 63 millions. Mais arrivé au Gabon, on a vu que c'était un joueur comme tout le reste. Le Facebook Live, je vous le rappelle, vous pouvez nous regarder, vous pouvez voir Chérif Guémour acquiescer lorsque Rémi Ngono parle. Oui, non, j'ajouterais deux, trois petites choses. La première, c'est dommage que Pierre-Emerick Aubameyang n'ait pas compris la dimension historique des vraies stars africaines du football africain. Il y a une tradition historique des grands joueurs qui laissent une trace dans la sélection et après leur carrière dans le pays. C'est dommage qu'il ait eu ces absences, ces coups de tête, ces foucades qui ont fait que la période pendant laquelle il n'était pas là, il a fallu apprendre à jouer. Il manque de continuité. On a souvent reproché au football africain de manquer de continuité au niveau des entraîneurs, des sélectionneurs. C'est pareil pour les joueurs. Quand un joueur s'absente, il faut reprendre sa place, recréer des automatismes, ce genre de choses. C'est dommage. Je vais prendre en exemple la victoire de l'équipe d'Algérie à la CAN. Dieu sait que cette équipe a eu des vicissitudes, l'équipe d'Algérie, avec des hauts et des bas, mais elle a su conserver un noyau de joueurs qui au moins se connaissaient et qui ensemble sont allés au loin pour épauler un peu les nouvelles arrivées. Et il y a un truc fondamental dans le foot africain, c'est la fusion, la synergie qui existe entre un grand joueur et le sélectionneur. On l'a vu, là je reprends encore l'exemple de l'Algérie, quand on a le tandem Belmadi-Riyad Mahrez, c'est ça qui a propulsé l'équipe d'Algérie. On peut citer aussi d'autres grandes équipes africaines. On pourrait prendre chez Atta et ses différentes stars de l'équipe d'Égypte quand ils ont gagné 3 fois la CAN. Il y a toujours ce rapport très fort entre un joueur emblématique et le sélectionneur. Et là, ils sont en train de le renouer, mais on a perdu du temps.
Vous en pensez quoi, Sega Diallo? Parce qu'il y a aussi des grands joueurs en Guinée qui ne sont pas toujours capables de s'exprimer dans les meilleures conditions. C'est intéressant ce que dit Chérif Guémon. Parallèlement, ça m'a fait penser à la petite absence de Ibrahima Traoré qui avait boudé la sélection à un moment donné. Lorsque Fernandez était arrivé. C'était pas forcément la faute de Fernandez d'ailleurs. C'était des tensions qui existaient. On peut comprendre ces tensions-là, mais on perd justement quelque chose. Un monsieur comme George Weah aujourd'hui est président, chef d'État dans son pays, mais il portait cette équipe du Libéria. Il payait les billets, il ramenait tout le monde et sur le terrain, c'était le plus engagé. Donc de ce point de vue-là, oui, on peut reprocher à Aubameyang de ne pas toujours tout donner au Gabon de ce point de vue-là, mais être exigeant vis-à-vis des sélections africaines aussi est une manière de les aider à se qualifier, à atteindre ce standard international dans l'organisation des voyages, dans l'accueil et la planification du travail au sein des sélections. Thomas Moulin, juste un mot sur l'ambiance hier à Salles-la-Forêt. C'est un petit stade qui a l'habitude d'accueillir des confrontations entre équipes africaines, des confrontations amicales. Là, on imagine que l'attraction Aubameyang a joué. Oui, clairement, le stade avait fait le plein. Il est très nombreux, de spectateurs nombreux, une ambiance très festive, bon enfant, malgré quelques messages politiques adressés par certains spectateurs gabonais. Donc globalement, même les joueurs, Charles Caboret, à l'issue du match, s'en est rendu compte. Vraiment, le public a été au rendez-vous. Merci. Merci. Thomas Moulin. Les amicaux des équipes africaines qui se poursuivent ce week-end, on n'aura pas forcément le temps de développer. Il y a eu Brésil-Sénégal hier à Singapour. Le Brésil va retrouver un autre cadre du continent, le Nigeria dimanche, et toujours à Singapour. La Guinée, elle affrontera le Chili mardi. Mardi à Alicante. C'est une belle affiche. Ça aussi, c'est l'occasion d'affronter un grand nom du football international, c'est-à-dire de sortir du continent. Et avant, il y aura les Comores demain à Versailles. Oui, c'est bien. Oui, c'est une bonne équipe. C'est une très grosse équipe. Là, vous parlez du Chili. De Chili. Maintenant, l'équipe de Guinée est en reconstruction puisque les deux ont le même nom. Chili. Le Chili national. Le Chili national. C'est bien, c'est joli bien. jeu de mots, mon cher Chérif. Bon, il y a les Comores avant, donc c'est la séquence. Comores-Chili pour le Chili national, c'est Gadiello. Ce qu'on essaye de savoir, c'est où on est, cette équipe guinéenne. Il y a eu du remous sur le terrain lors de la dernière CAN. Bon, ça n'a pas été brillant. Il y a eu du remous en coulisses. Ce serait trop long d'y revenir. Un nouveau sélectionneur, Didier Six, est arrivé. Est-ce que vous projetez dans l'avenir avec optimisme? Il a tout approuvé. Il a une équipe à reconstruire, un groupe complètement divisé, avec des joueurs démotivés après le fiasco de la CAN. Donc, il arrive après un parcours où les gens ne l'attendaient pas. En 87 postulants, au bout, c'est lui qui est retenu. Il y a eu 5 entraîneurs auditionnés. Maintenant, il n'est pas connu comme un grand entraîneur. Il n'a pas encore eu une grosse équipe africaine. Et donc, on attend la méthode qu'il va mettre en place pour reconstruire cette équipe. On verra les prémices demain. Ça a mal démarré puisque sur ce regroupement, pas moins d'une dizaine de joueurs ont fait défaut, pas pour des blessures ou pour des raisons... Ibrahima Traoré, par exemple. Voilà, Traoré. Naby Keïta a été ménagé puisqu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu, il revient de blessure. Et d'autres joueurs comme Landel qui devait remplacer un joueur blessé n'a pas pu faire le déplacement parce qu'il a été convoqué avec un... Oui, et toujours, c'est malheureusement depuis qu'il est arrivé à Liverpool, il n'arrive pas à s'installer. De Guinée. C'est pas forcément de... Non. À Leipzig, il a fait des saisons correctes, comme à Salzbourg. Maintenant, il a pris une blessure qui a du mal à guérir. Donc, il revient à chaque fois, il se reblesse après. Il faudra que dans la tête aussi qu'il soit un peu plus tranquille et que l'hygiène de vie suive un peu derrière, parce que quand on joue à Leipzig, c'est pas Liverpool. L'intensité dans la première ligue n'est pas la même que dans les clubs où il était. Et on attend beaucoup de lui avec le montant qui a été investi sur lui. La Guinée attend énormément de lui. Quand il s'est blessé et que Klopp a eu la maladresse de dire qu'il ne pourrait pas jouer la CAN, il s'est fait descendre par les Guinéens. Donc, c'est un peu un exemple. Xavier Barré, on va laisser Naby Keïta de côté, on va le laisser se reposer. Didier Six
joueur bien connu, expérience d'entraîneur un petit peu moins riche quand même. Un quart de finale de CAN avec le Togo en 2013 pour sa seule véritable expérience de technicien. Il est plutôt jeune. Didier Six, c'est quand même un choix un peu surprenant quand on voit le talent que possède ce réservoir guinéen. Oui, tout à fait inattendu. Didier Six, qui avait, oui, vous l'avez dit, déjà une expérience pas très convaincante avec le Togo. C'est le contraire de Patrice Neveu, lui, en revanche. Autant Neveu connaît bien le continent africain, mais il n'avait pas la notoriété. Autant Six est un ancien grand joueur de l'équipe de France, qui a beaucoup bourlingué dans sa carrière. Ça a été le premier à faire autant de clubs en si peu de temps. Il en a fait une quinzaine. Il a même changé de nom en Turquie. Oui, il a joué en Turquie, en Angleterre, en Belgique, en Turquie en Turquie, Dundarsiz, il s'appelait effectivement à Galatasaray. Donc non, mais il a fait un parcours de joueur extraordinaire, mais c'est vrai que comme technicien, il n'a pas de référence. Il n'a pas de référence. J'avoue que moi, j'attends pour voir, mais je suis un peu sceptique. Moi, juste pour dire, c'est un problème en Afrique parce que une fois de plus, on prend des inconnus. On se base sur un nom, tout comme le Cameroun se retrouve actuellement avec, je ne sais pas, où quelqu'un qui devrait avoir, je ne sais pas, des crises de somnambulisme. Donc, à une certaine période, quand je vois Didier Six, on me dit, actuellement, on a quand même vu les gens comme Amara Simba, qui ont eu à seconder un Fernandez qui, lui, habitait Paris. Mais on s'est dit, quelqu'un a été autant à côté comme substitut et on ne peut pas lui donner la possibilité, comme par exemple Cissé aujourd'hui au niveau du Sénégal. On voit ce qu'il est en train de faire. Mais donc à une certaine période, on vient toujours avec des noms qui viennent de gauche et de droite et des gens qui ne connaissent même pas les réalités du terrain, mais juste des noms ronflants, vibrants à l'unisson. Mais il y a un proverbe africain qui dit « ce n'est pas la fumée qui cuit le riz ». Une réaction, c'est Diallo. Oui, je comprends. La déception de Remy, elle est la même qu'en Guinée. Beaucoup d'observateurs attendaient à ce qu'on ait un entraîneur local. Mais vous n'oubliez pas qu'on sortait de l'expérience de l'AP Bangoura avec des éliminatoires de la Coupe du Monde où la Guinée a fini. Il avait quand même obtenu une victoire en Côte d'Ivoire qui avait été déterminante pour les qualifications pour la CAN. Oui, mais en Coupe du Monde, on a fini derrière la Libye qui était un pays en guerre. Donc c'est une grosse déception. Ça pénalise d'autant plus que les anciens joueurs comme Bobo Baldé ou Kaba Diawara, qui est le second de Didier Six, n'ont pas tous les diplômes. Donc on espère qu'à l'avenir, après ce contrat-là, on pourra compter sur les locaux pour porter l'équipe. Mais même sur les postulants, on a des noms qui étaient un peu plus attendus que celui de Didier Six. Maintenant, il a l'équipe, à lui de montrer qu'il en est capable. Sinon, la pression, elle va être très, très, très forte avant même le début des éliminatoires. Chérif, Traoré, Naby Keïta, Kamano, Amadou Diawara, c'est quand même dommage de l'avoir la voilée. C'est très dommage pour cette équipe de Guinée. Même à la dernière CAN, j'ai le souvenir d'une équipe qui ne s'est pas réalisée, qui était dans les starting blocks. Voilà, on sait qu'il y avait les individualités. Par moments, il y avait des phases de jeu vraiment somptueuses. Enfin, somptueuses. C'était vraiment construit. On sentait qu'il y avait... Et en fait, et ça décolle pas. Ça décolle pas. Alors qu'il y a des individualités que d'autres sélections africaines n'ont pas. Donc voilà. Et quant à Didier Six, je suis sceptique. J'en dirai pas plus. Ça me laisse sceptique. Bon. Au moins, ça le mérite d'être... expérience tardive et très, très, très limitée. Donc... On peut pas en dire plus. Il a un très bon ami quand même qui est conseiller du président Soirée, c'est Jean-Amadou Tigana qui est au niveau du REA, donc il aura quelques pistes de conseil avec lui. Mais c'est vrai qu'il est, voilà, il y a beaucoup de pessimisme autour de lui et de l'équipe de Guinée. Aujourd'hui, on n'est pas bien parti, en tout cas sur ce regroupement. Mais on le jugera sur ses premières sorties. Les Comores demain, le Chili mardi. Les cartons. Carton jaune. Un carton là. Il sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Alors exceptionnellement, on va commencer par le carton de Radio Foot International, un carton vert, blanc, rouge comme ces drapeaux agités par des supportrices iraniennes hier, puisque c'est une première en près de 40 ans en Iran. Plusieurs milliers de femmes qui ont pu soutenir leur équipe nationale masculine lors d'un match face au Cambodge
en éliminatoire du Mondial 2022. Cette autorisation inédite, plusieurs milliers de femmes dans un stade en Iran, inédite depuis la révolution islamique en 1979. Elle fait suite à des pressions de la FIFA qui elles-mêmes font suite à l'émotion suscitée par la mort tragique d'une supportrice au mois de septembre qui avait été condamnée à de la prison pour avoir assisté à un match de football. Vous connaissez bien le football asiatique, Xavier Barré, votre réaction sur cette actualité? C'est très bien. Maintenant, ça a été pris, comme vous l'avez rappelé, Hugo, sous la pression de la FIFA. Parce qu'il y avait eu ce drame qui avait provoqué une vraie prise de conscience au niveau des instances. Et également, et c'est ça je l'avais souligné dans Radio Foot il y a quelques temps, la réaction du capitaine de l'équipe nationale, je crois que c'est Shoa Jay, qui a joué en Europe et qui avait apporté son soutien à la famille de cette jeune femme. Donc on voit qu'il y avait... À l'intérieur du monde du football iranien, ça bougeait dans ce sens-là. Donc c'est plutôt un bon signe si les acteurs ont su effectivement faire bouger les choses dans ce sens-là. Maintenant, il va falloir suivre ce qui va se passer dans les prochains mois, parce que là, ils étaient sous les projecteurs, donc ils ont mené cette opération. On va voir comment ça se passe ensuite dans les autres compétitions. Il y en a d'autres qui veulent réagir. Ça vous inspire quoi, cette actualité, cher Guémon? Dans l'absolu, ça me plaît, ça me va que les femmes puissent aller dans les stades. Après, l'interventionnisme de la FIFA dans les pays, je suis pas très... ça me laisse... J'apprécie pas trop l'interventionnisme en général de la FIFA. Quand la FIFA va sur le terrain de la politique, des valeurs politiques, ça vous plaît pas? Non, moi je suis progressiste, donc je souhaite que les femmes iraniennes puissent aller dans les stades. Ça, c'est mon principe. Maintenant, que ce soit guidé de l'extérieur, qu'il y ait des injonctions, que l'interventionnisme, moi ça me gêne toujours. Mais c'est bonne chose. Là, tu as pris, pour une fois, je vais te saluer pour ton retour. On a les images. Parce que justement, j'étais en train de dire, ce n'est pas possible que la FIFA aille toujours dicter ses soi-disant lois et en même temps, un pays où peut-être l'alcool n'est pas autorisé, la FIFA ira parce qu'elle a signé justement ces conventions avec des sociétés de brasserie pour aller vendre les bars. Tout mettre sur le même plan. Donc, quand même, Rémi. vous voyez que en même temps, ils disent que les femmes doivent maintenant aller au stade. En même temps, eux peuvent aller au stade. En même temps, que ce soit au Brésil où on ne vend pas de l'alcool dans les stades, que ce soit dans les pays musulmans où on ne vend pas de l'alcool, et ils se retrouvent avec des vendeurs d'alcool là-bas. Ils arrivent en Afrique, là on mange les têtes de chèvres et de moutons. Ils disent à la Coupe du Monde que non, nous on ne veut pas ça ici, on doit vous imposer votre fromage et tout et tout. Ce n'est pas normal. Ils arrivent, ils disent que le vous est là. Ça fait beaucoup de bruit. Chaque pays a ses traditions, chaque pays a ses habitudes. Alors attendez, faut pas tout mettre sur le même plan. Une chose, c'est que l'Iran des femmes, c'est pas la même chose. L'Iran avant la révolution islamique, les femmes pouvaient aller au stade. Donc, alors il y a des pays où c'est pas ancré dans la culture iranienne. Ça a été effectivement des changements qui ont été imposés par un régime dont on connaît les convictions. Et donc, si la FIFA peut faire évoluer les choses dans ce sens-là, c'est plutôt bien. Donc, ce n'était qu'un carton, c'est devenu un débat, ces gars. Aussi, s'il peut faire la même chose sur le racisme, surtout en Italie, où c'est récurrent pratiquement tous les week-ends, et où on n'entend pas le président de la FIFA. Il va falloir qu'on cavale, il va falloir que vous dévoiliez vos cartons. Infantino s'est exprimé sur le sujet, effectivement. C'est pas s'exprimer, on attend plus. On attend plus sur cette question. Infantino, c'est n'importe quoi. Lors du trophée The Best à Milan, il l'a dit en préambule de la cérémonie. Allez, votre carton. Moi, j'ai un carton jaune pour défendre un jaune Canari, parce que j'ai découvert que le grand espoir des Canaries vient de prendre 4 matchs de suspension, alors qu'il était simplement spectateur d'un match régional, d'un match, j'allais dire, amateur, à côté de Nantes. Louza, le jeune Nantais. Le jeune qui a 20 ans, il était allé suivre ses copains du club d'Orvaux qui jouaient, et il y en a eu un qui a eu la jambe cassée lors d'un contact. Donc il est rentré sur la pelouse avec le président du club pour apporter du soutien à son copain.
Dans l'affaire, il y a eu le délégué qui lui a dit de sortir. Enfin bref, il y a eu quelques mots échangés et on lui met 4 matchs de suspension pour ça, bien sûr. Ouais, Nantes, oui. Nantes s'est porté pour présence à un match amical. Donc 4 matchs, on punit un professionnel et on pénalise le FC Nantes, 2e du championnat. Évidemment, le club du président Kita et de Gourcuff, père, a fait appel de cette décision. Allez, on court. Votre carton, shérif. Très très vite, allez, un carton jaune pour me moquer un peu de la Mannschaft qui avant, on sait, finissait toujours les matchs en les gagnant dans les derniers instants. Alors pour revenir un peu à l'actualité des matchs amicaux, évidemment, je fais allusion à Argentine-Allemagne. Donc voilà, c'est encore l'Allemagne qui se fait rattraper alors qu'elle mène 2-0. Et pareil contre les Pays-Bas, elle menait, puis finalement elle perd 4-2. Les temps changent avec la Mannschaft. Rémi Ngono. LRH de ma page Facebook donne le carton vert à Sadio Mané, ballon d'or. Il a montré tout et il a appris le football au Brésilien en commençant par Neymar qui est resté avec la bouche ouverte. Match nul 1-1 hier du Sénégal, effectivement, face au Brésil. Merci beaucoup à vous tous. C'est Gadialo, merci Xavier Barré, merci Chérif Guémon, merci Rémi Ngono d'avoir animé, le mot est faible, ce Café des Sports. Radio Foot revient évidemment lundi avec la dame Annie Gasnier. Soyez au rendez-vous. En attendant, excellente soirée à l'écoute de la Radio du Monde. Demain sur RFI. Mamadou Dia, La Brouille,